aujourd'hui pour écouter notre collègue professeur Amel Hamza Shafi, qui est membre du département des sciences mathématiques et naturelles à l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, qui va nous présenter une conférence intitulée Évolution de l'enseignement des sciences biologiques entre anciennes méthodes et nouvelles technologies. Professeur Shafi a une longue expérience, bien sûr, dans l'enseignement à l'université tunisienne et plus particulièrement à l'université de Sfax. Elle est professeure visiteur dans plusieurs universités et plusieurs expériences à l'échelle internationale. Dans le domaine du e-learning à l'université de Georgia en 2006, à l'université virtuelle et à la MIT, Massachusetts Institute of Technology, dans le domaine de IT, tools, dans le domaine de l'éducation. Professeur Shafi, donc vous avez la parole. Merci, Hafez. Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour assister à cette conférence. Également, merci à tous ceux qui vont nous suivre sur la page Facebook de l'Académie. C'est toujours pour moi un véritable bonheur et honneur de présenter une conférence au sein de notre prestigieuse Académie des sciences. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me passionne et qui me tient à cœur. C'est le sujet de l'enseignement, de l'évolution de l'enseignement. Et donc, dans cette conférence, je vais prendre le cas particulier des sciences biologiques et l'exemple spécifique que je vais présenter, c'est la biologie animale, puisque c'est la matière que j'enseigne depuis 1993. Mais en fait, l'échelle temporelle sur laquelle je vais me baser pour l'étude de cas, c'est 1984-2024. 1984, quand j'ai commencé ma formation à l'école des ingénieurs de Sfax, c'est mes premiers cours de biologie, et ensuite 2024, donc actuellement. Alors, dans cette conférence, je vais parler de plusieurs thèmes qui ne sont pas présentés dans l'ordre. Je vais aborder certaines questions liées à l'éducation et la créativité. Est-ce que notre système éducatif améliore la créativité ou bien est-ce qu'il tue la créativité? Donc, je vais en parler. Je vais parler des grandes révolutions parce que la révolution des nouvelles technologies, c'est la troisième grande révolution de l'humanité. Je vais parler des outils, l'évolution des apprenants, ces jeunes étudiants et apprenants qui sont connectés, qui ont accès à toute l'information. Je parlerai également des approches pédagogiques, le e-learning et comme exemple, donc le cas particulier que je vais traiter, la différence entre un cours présentiel classique et un cours à distance. La question qu'on pose, quel serait le nouveau rôle de l'enseignant au XXIe siècle face à cette nouvelle génération d'apprenants? Également, je vais parler de l'enseignant parce que l'enseignant est au cœur de tout le processus. Alors, je commence par l'enseignant. Nous avons tous eu des enseignants inoubliables, exceptionnels, qui nous ont marqués, qui nous ont peut-être guidés dans le choix de notre plan de carrière. On s'en souvient toujours de ces enseignants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces enseignants? Pourquoi certains enseignants réussissent alors que d'autres échouent dans le métier d'enseignant? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des doctorats, une carrière de recherche avec plusieurs publications pour être un bon enseignant. Enseignant, c'est un métier, c'est autre chose. Alors, je commence par ce que nous dit Platon. Pour enseigner, il faut de l'éros. L'éros, c'est un mot grec qui signifie plaisir. Donc, pour enseigner, il y a de l'amour, la passion. Et Edgar Morin nous dit, pour communiquer, il ne sert à rien de débiter du savoir en tranches, mais il faut aimer ce que l'on fait et aimer les gens qui sont en face de nous. L'enseignant, c'est celui qui, à travers ce qu'il professe, peut vous aider à découvrir votre propre vérité. Donc là, on doit mettre un peu de philosophie sur la question de l'enseignement, le rôle de l'enseignant, et voilà ce que nous dit Platon et Edgar Morin. Alors Ernest Lavis nous dit aussi, il ne suffit pas de savoir pour enseigner, il faut savoir enseigner. Ou encore, les enseignants encouragent les esprits pour réfléchir, les mains pour créer et les cœurs pour aimer. Également, Aristophane nous dit que l'enseignement, ce n'est pas
remplir un vase, c'est allumer un feu. Donc, notre rôle d'allumer, d'inspirer nos étudiants. Et également une dernière, donc, l'enseignant, c'est celui qui va nourrir les esprits, qui va réconforter les cœurs et qui va inspirer les rêves. Donc là, on est dans une autre dimension. Ce n'est pas uniquement donner cette information en bloc d'une manière ou d'une autre ou faire de la dictée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces enseignants qui réussissent, qui arrivent à inspirer leurs étudiants, qui arrivent à marquer carrément une carrière, un plan de carrière, des choix. Hein. Donc le secret, parmi, bon, j'ai réuni quelques éléments, bien sûr l'enseignant doit avoir du talent, il doit maîtriser sa matière, il doit être passionné par ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait, parce que s'il est passionné, il va tout de suite transmettre cette passion. L'étudiant, il le sent. Bien sûr, il y a le savoir, l'enthousiasme, bien sûr toute l'énergie qu'il va mettre pour que son cours soit attractif. L'affection, bien sûr, pour ces apprenants qui sont aimés les études. Et bien sûr, la discipline. Il y a aussi un élément très important qui est de plus en plus cité quand on parle des meilleurs public speakers, les personnes qui prennent la parole et qui donnent des conférences extraordinaires. Si vous regardez TEDx, par exemple, les meilleures conférences TEDx, vous allez voir que dans les conférences, il y a toujours une histoire qui est racontée. Donc, on parle maintenant du storytelling, raconter des histoires, devenir le conteur. Donc, l'enseignant, dans son cours, il peut raconter une expérience personnelle et il peut présenter lui, les choses d'une manière métaphorique. Et quand on est dans le storytelling, on s'adresse à l'inconscient de l'étudiant. Et quand on s'adresse à l'inconscient, c'est la meilleure des connexions. Donc, storyteller, devenir un conteur. Mais en même temps, ça renforce la dimension, donc la dimension humaine de l'enseignement. Parce que maintenant, certains enseignants, ils ont peur avec le e-learning. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? On sera au chômage. Moi, quand j'ai commencé l'enseignement à distance en 2006, mes collègues, ils m'ont dit, ça va pas. Quel enseignement à distance? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On sera au chômage. Qu'est-ce que... Mais en fait, vous allez le voir à travers cette conférence que c'est complémentaire. L'enseignant, personne ne peut remplacer un bon enseignant. Donc ça, c'est à propos de l'enseignant. Donc, mais actuellement, nous sommes face à une nouvelle génération d'apprenants, cette génération connectée qui a accès à toute l'information. Il y a quelques années, quand j'ai commencé l'enseignement en 1993, alors l'étudiant, à part quelques curieux qui peuvent aller à la bibliothèque voir ce que c'est que la biologie animale ou la zoologie, les autres ne savent pas. Il arrive, même si je dis Amel Hamza Chef, ils n'ont aucune idée sur ce que je fais. Mais maintenant, je suis face à une génération, nous sommes face à une génération connectée qui a déjà fait une recherche sur Wikipédia ou sur le net pour voir la matière et aussi pour avoir une idée sur le cursus et le background de l'enseignant. Donc, nous sommes face à une génération d'étudiants, d'apprenants connectés. Donc, la question qu'on se pose, quel serait le nouveau rôle de l'enseignant au XXIe siècle? Voilà, donc ça, c'est les questions que je me pose. Alors, j'aborde maintenant la question de l'éducation et la créativité. Alors, pensez-vous que nos systèmes éducatifs et les systèmes éducatifs dans le monde, ce sont des systèmes qui cultivent la créativité, qui améliorent la créativité ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. D'accord. Alors, c'est ce que considère, ce sont des thèmes qui ont été abordés par des spécialistes de l'éducation et un spécialiste que j'aime beaucoup, c'est Ken Robinson. Alors Ken Robinson, il dit que l'école tue la créativité, carrément, hein, que l'enfant est né créatif, naturellement créatif. Mais après, l'éducation, les parents, l'école, les systèmes qui sont en place tuent la créativité. Et donc, l'individu, l'apprenant, va évoluer dans un espace à l'extérieur de sa zone de créativité. Donc, et s'il y a des études qui ont montré qu'à 10 ans, si on a 30% de créativité, à 15 ans, 12%, à l'âge adulte, on a 2%, et parfois peut-être qu'on perd complètement notre créativité. Alors, Ken Robinson aussi considère que l'intelligence humaine est beaucoup plus riche et beaucoup plus dynamique que ce qui est considéré dans les systèmes éducatifs. Et d'ailleurs, il a publié un livre que je vous conseille vivement, c'est Finding Your Element. Ken Robinson, il a publié un livre qui s'appelle Trouver son élément. C'est quoi l'élément?
c'est cette intersection entre le talent et la passion. C'est-à-dire qu'on encourage maintenant les jeunes à aller chercher cet espace dans lequel ils vont être compétents et ils ont des talents, mais en même temps un domaine qui les passionne. Et une fois il est dans cet espace, il est dans son élément. Donc ça, c'est un livre que je recommande vivement. Alors, si on passe maintenant aux compétences qu'un jeune doit développer au XXIe siècle, on va trouver plusieurs compétences, parmi lesquelles je cite, c'est-à-dire critical thinking, donc la pensée critique, la créativité, la communication, la capacité à collaborer, la curiosité, l'initiative, persévérance, adaptabilité, leadership, etc. Donc la liste, elle est longue. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de compétences techniques. Il y a les compétences transversales. Donc, c'est bien que le jeune, que l'étudiant soit formé sur des bases techniques, scientifiques, littéraires ou artistiques ou autres, mais en même temps, il doit aussi cultiver. Nos systèmes éducatifs doivent tenir compte de ces compétences transversales qui sont essentielles. Parce que si vous avez un ingénieur qui est bien formé, mais qui ne sait pas communiquer, qui est timide, qui est inhibé, qui n'a pas confiance en lui, quand vous le mettez avec c'est-à-dire un staff ou des chercheurs ou d'autres ingénieurs ou dans une entreprise, il ne va pas pouvoir se débrouiller. Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir que des compétences techniques. Alors, il y a un autre, Howard Earl Gardner, c'est le père de la théorie des intelligences multiples. Alors, il dit que l'école devrait développer toutes les formes d'intelligence parce que après la Deuxième Guerre mondiale, les compétences ou les intelligences sur lesquelles nous avons insisté, c'est l'intelligence logique mathématique et l'intelligence linguistique. Si vous n'êtes pas bon en mathématiques, c'est la catastrophe. Or, ces nouveaux systèmes de valorisation des intelligences, bon, à l'époque, c'était compréhensible parce que il fallait qu'on fabrique des avions, des trains, des machines, mais maintenant, ce n'est plus d'actualité et on parle de ces intelligences multiples qui sont appliquées dans certains cas d'écoles pilotes ou de structures éducatives pilotes qui valorisent l'intelligence naturaliste, l'intelligence musicale, l'intelligence logique mathématique, bien évidemment, l'intelligence spatiale, l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, kinesthésique, physique, donc comment on maîtrise notre corps, et d'autres. Maintenant, donc, moi, j'ai fait des conférences sur ces questions d'intelligence. Le jeune, il doit prendre conscience que s'il n'est pas bon en mathématiques, c'est pas grave. Il a sûrement d'autres formes d'intelligence. Et ça, c'est aussi une nouvelle approche qui est très, très adaptée avec ce nouveau paradigme de l'enseignement et cette nouvelle démarche donc, qui doit prendre petit à petit place dans notre réalité. Donc, on revient à la question, nous avons en face de nous une génération d'étudiants, d'apprenants qui maîtrisent parfaitement ces outils. Donc, nous devons nous accommoder et nous devons réinventer notre façon d'enseigner. Nous devons changer de discours pédagogique face à cette nouvelle génération. Alors, je vais maintenant parler des grandes révolutions. Les nouvelles technologies constituent la troisième grande révolution de l'humanité. Les deux autres révolutions, c'est l'invention de l'écriture. Donc, les plus anciens témoignages de l'écriture connue, c'est 3300 ans avec notre ère. Donc, c'est ce qu'on a trouvé dans les tablettes sumériennes, donc avec l'écriture pictographique. C'était en Mésopotamie. Et donc, les premiers signes, donc ça, c'est la première certitude, ou la première occasion où on a découvert l'écriture. La découverte de l'écriture, c'était une grande révolution. Et bien sûr, on parle des tablettes sumériennes qui nous racontent les histoires des Anunnaki, des extraterrestres et plein d'histoires. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, comment est-ce que l'écriture a affecté la vie de l'homme? Le droit qui était oral est devenu un droit écrit. Les serments ont laissé place aux signatures. La parole en actes, changement dans les classes sociales, de nouveaux métiers, les scribes, un nouveau métier, invention de la monnaie, révolution néolithique, donc qui remplace le troc avec donc la monnaie, invention de la géométrie chez les Grecs, etc. Alors,
Après cette première révolution qui est la révolution de l'invention de l'écriture, c'est l'invention de l'imprimerie. L'imprimerie, donc c'est venu un peu plus tard, c'est une invention chinoise. Elle a été perfectionnée en Europe en 1454 par Gutenberg. L'imprimerie a grandement contribué à la diffusion des pensées et des idées pendant la période de la Renaissance. Bien sûr, on pouvait imprimer plusieurs documents et là, c'était facile donc, pour échanger, pour partager. Alors, bien sûr, la troisième, c'est la grande révolution des nouvelles technologies, de l'information et de la communication et tous ces outils modernes qui sont mis à notre disposition pour changer de vie, changer de paradigme et changer de démarche. Donc actuellement, il y a plus de 5,44 milliards d'êtres humains connectés. On prévoit plus de 7,5 milliards pour 2030, soit 90% de la population mondiale projetée en 2030. Si on voit la référence donc de Data Reportal, la population donc mondiale avec le nombre d'individus qui ont un téléphone portable, qui utilisent Internet et qui utilisent les réseaux sociaux. Donc actuellement, il y a 68% qui utilisent de la population mondiale qui utilise les portables, 64,4% qui utilisent Internet et 59,4% qui utilisent les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est les statistiques 2023. Alors, face à ces trois révolutions, et quand on parle des révolutions des nouvelles technologies, on va penser à l'ordinateur. D'accord? Donc, l'ordinateur, c'est un duo support-message, hardware et software. Alors, on va revenir un peu le terme, la terminologie ou un peu l'étymologie du mot ordinateur. Donc, dans la théologie du Moyen Âge, Deus Ordinator, c'est Dieu qui organise et met de l'ordre. Donc, l'ordinateur, le terme français, c'est un terme emprunté donc de la théologie du Moyen Âge et du terme Deus Ordinator, parce qu'en fait, computer, on va faire calculateur, donc ordinateur, c'est ça, je voulais vous présenter donc la racine étymologique. Et c'est vrai que l'ordinateur, il met de l'ordre dans beaucoup de choses. Hein. Donc, imaginez ce qu'on appelle le bureau. Donc, le bureau, on met de l'ordre. C'est comme Dieu qui met de l'ordre. Donc, le couple ou le duo support-message, le support, c'est le hardware et le message, donc le software, c'est les instructions, les documentations et tout ce qu'on va trouver donc sur les plateformes. Maintenant, si on fait une petite comparaison de l'évolution du support message en partant de la préhistoire, ensuite donc l'invention de l'écriture il y a 3300 ans, l'invention de l'imprimerie et l'invention de l'écriture. Comme vous pouvez le voir ici, alors je ne sais pas si je peux mettre le pointeur. Donc, la préhistoire, c'était l'âge oral. Tout est transmis par la voix et par ce que nous disons. Même les apprenants, ils apprennent par cœur ce que le maître leur dit. Il n'y a pas d'écriture, d'accord? Donc, le support, c'est le corps, le message, c'est tout ce qui va venir par voix sonore. Avec l'invention de l'écriture, le support, c'est devenu des tablettes en argile, des supports en bronze, du papier, des peaux d'animaux, etc. Donc, et le message, c'est l'écriture et le texte. Avec l'invention de l'imprimerie, donc le support, c'est les papiers, c'est les livres. Et bien sûr, le message, c'est les textes et toute la connaissance qui est dedans. Bien sûr, quand on arrive aux nouvelles technologies, le support, c'est le hardware et le message, c'est le software. Alors maintenant, essayons de découvrir ensemble comment les outils ont évolué. Mais là, on n'est pas dans des phases avec des milliers d'années. On est dans des périodes, il n'y a même pas un siècle. Et je vais vous montrer quelques exemples. Commençons par l'ordinateur. Donc, il y a l'invention de la machine à écrire en 1873 aux États-Unis. Et ensuite, le premier calculateur électromécanique, c'était en 1944 à Harvard. C'était un calculateur inventé par Howard Aiken. Donc,
ce calculateur électromécanique, pardon, c'est un calculateur qui nécessite une salle pour mettre la machine. Alors, voyons maintenant comment ces machines ont évolué dans un espace-temps inférieur à un siècle. Vous avez ici à gauche le micro-ordinateur 1955. Vous avez vu ce monsieur avec donc la salle et l'ordinateur que nous utilisons aujourd'hui. La carte mémoire. Vous avez la carte mémoire, le monsieur qui est debout, donc vous voyez un peu la taille environ de la carte mémoire, alors que ça c'est 1954 et l'ordinateur 1955. Donc c'est pas une longue période. Hein. La clé USB, donc le monsieur avec la clé USB 1952, maintenant les clés USB qui deviennent de plus en plus réduites. Bon, le téléphone, on va prendre le modèle de Racer 1860, Alexandre Graham Bell 1876 et maintenant les smartphones. Donc avec ces dispositifs qui étaient très encombrants, très grands et maintenant nous avons des dispositifs de plus en plus petits. La webcam aussi, donc la caméra et aussi le kit main libre. Et bon, j'en passe, il y a plusieurs exemples. Donc, les outils ont évolué, mais dans une période très, très courte. Moi, quand j'ai commencé mes études à l'école des ingénieurs de Sfax en 84, on utilisait encore les disquettes 5 pouces. Et il y avait encore les cartes perforées. Et là, en 2024, les choses ont beaucoup. Et je pense que ça vous parle, puisque, bon, peut-être, c'est à peu près la même génération. Donc, maintenant, essayons de voir. Nous avons vu donc les grandes révolutions, l'évolution des outils, mais une évolution très, très rapide sur une échelle temporelle, très, très rapide, et l'évolution des apprenants. Donc, ces étudiants qui maîtrisent ces outils, comment va-t-on comment va-t-on gérer ce changement? Parce que nous sommes encore en exercice à l'université. Il y a quelques années, nous avions en face de nous une génération d'étudiants, d'apprenants qui ne savaient pas grand-chose. C'était pas connecté, c'était pas une génération connectée, alors que l'enseignant, il sait. Hein. Maintenant, c'est pas le cas. Donc, comment gérer alors déjà vos futurs étudiants? Moi, quand j'ai fait quand j'ai étudié le e-learning aux États-Unis en 2006, un de nos enseignants nous a montré une photo comme celle-là. Il nous a dit Your future students. Préparez-vous à ces étudiants connectés. Donc, une nouvelle génération d'apprenants qui a accès à une multitude de ressources numériques et qui met l'enseignant face à de nouveaux défis. Michel Serres les appelle petites poussettes, puisque c'est une génération qui utilise les pouces avec une grande habileté et maîtrise les accès et les outils d'une manière exceptionnelle. Alors, quel sera le nouveau rôle de l'enseignant à l'ère des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle? Cet enseignant qui remplissait le tableau avec des formules ou des schémas ou des figures ou du texte, comment l'usage et la maîtrise de ces outils peuvent rendre les cours plus attractifs pour l'apprenant. Parce que si on présente les cours comme on les présentait, comme je les présentais en 1993 ou avant, les étudiants, ça ne va pas les intéresser. Certains enseignants redoutent le rôle qu'ils pourraient jouer dans les années à venir. Et ils ont raison. Ils ont raison. Donc, on peut se poser la question suivante. Est-ce que l'enseignant aurait-il perdu son autorité? Alors, tout d'abord, je reviens à la définition de l'autorité. L'autorité vient du latin auctoritas. Qu'est-ce que ça veut dire auctoritas? Ça veut dire qu'il signifie augmenter. Celui qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui est capable d'améliorer, d'élever le niveau et de rendre la personne qui est en face meilleure. C'est ça l'autorité. L'autorité, c'est pas dans le sens donc négatif. Donc la véritable autorité, c'est cette autorité qui va faire évoluer l'autre. Et l'enseignant est au cœur de cette question. Sauf que pour avoir de l'autorité, il faut maîtriser, avoir tout le bagage de notre formation initiale, mais nous, enseignants, nous devons sortir de notre zone de confort et apprendre et s'adapter un peu à ces nouvelles technologies, à cette nouvelle génération d'apprenants. Il y a un apprentissage parce que ça évolue très très vite. Et d'ailleurs, il y a des choses, ce sont les étudiants qui nous enseignent certaines techniques, certaines facilités, et pas nous. Donc,
Par rapport à la question d'autorité, si je parle du e-learning, l'enseignement à distance, comme je vous ai dit au début, les enseignants en général, il y a toujours chez l'être humain une résistance au changement. Je préfère rester dans ma zone de confort, faire ce que j'ai fait depuis 20 ans ou 30 ans. Or, maintenant, on ne peut plus faire ça. Si vous êtes enseignant, si vous voulez continuer l'exercice de votre métier, vous avez en face de vous une nouvelle génération d'apprenants. Il va falloir s'en accommoder. Vous n'avez pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Et d'ailleurs, durant la période Covid, il y a des enseignants qui n'ont pas voulu préparer leur enseignement en ligne, qui n'étaient peut-être pas prêts, parce que c'est tout un travail. Passer d'une version face à face à une version de cours en ligne, c'est un investissement pédagogique. Moi, j'ai mis 1 année à mettre mon cours dans sa version en ligne, e-learning. Alors, toujours la question d'autorité, nous sommes aussi dans une ère où il y a une démocratisation du savoir. On passe d'une hiérarchie verticale, l'enseignant sait, l'étudiant ne sait pas, à une hiérarchie transversale. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Les étudiants, ils peuvent aller chercher l'information, amener des choses, amener des vidéos, amener des animations, ils peuvent faire plein de choses. Alors, nous, quel est le rôle que nous allons adopter, prendre? D'accord? Donc, on passe d'une démocratie verticale à une démocratie transversale. Donc, on n'a pas le choix, il va falloir réinventer les relations. Parents-enfants, apprenants-enseignants et également gouvernement-citoyens. Parce qu'avant, les citoyens, on leur cache des choses, on ne leur dit pas qu'il y a eu tel ou tel événement, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est instantané et à temps réel, on a toute l'information. Donc, nous avons besoin, au-delà de l'enseignement, à réinventer ces relations. Comment les parents peuvent gérer leurs relations avec ces enfants connectés, hyper connectés. Et aussi, les enseignants, bien sûr, doivent apprendre à réinventer un autre genre de relations. Et donc, pour revenir à la question de l'autorité n'est pas comme ça une autorité absolue. Auctoritas, c'est comment va-t-on pouvoir inventer, réinventer un discours pédagogique qui va nous permettre de pousser ces étudiants à être meilleurs, apprendre en même temps que nos étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage dans ces outils, dans ces systèmes, dans l'utilisation de ces plateformes. Donc, nous apprenons avec nos étudiants, donc il faut faire preuve d'humilité aussi. Alors, là, je présente cette pyramide qui fait un peu la distinction entre données, information, connaissance. Alors, les données, donc on collecte les données, les organiser. Pour avoir l'information, donc il y a résumé, analyser. Pour passer de l'information à la connaissance, il faut analyser les informations, connaissance, synthétiser et décider. Il y a aussi une autre présentation qui est beaucoup plus spécifique pour l'enseignant. Moi, je dirais que le nouveau rôle de l'enseignant, l'information, tout le monde a l'information. L'information abonde sur le net et partout. Alors, l'enseignant va devoir aider l'étudiant à transformer l'information en savoir, le savoir en compétence, et bien sûr, la compétence en idées innovantes et bien sûr, pourquoi pas des idées pour l'entrepreneuriat ou pour plus de créativité. Donc finalement, vous avez une hiérarchie qui peut parler du rôle de l'enseignant. On peut avoir l'enseignant qui lit son cours. Et je pense que maintenant, au XXIe siècle, c'est un peu, ça ne sera pas bien reçu de la part des apprenants. L'enseignant qui explique, ça c'est bien aussi. L'enseignant qui démontre, alors il y a eu une petite erreur, l'enseignant qui démontre et l'enseignant qui inspire. Donc là, essayons d'aller vers la phase de cet enseignant qui inspire. Et pour inspirer, il faut être passionné, il faut maîtriser la matière, etc. Alors il y a donc il y a une citation que je partage avec vous. Donc l'élément fondamental de l'éducation au XXIe siècle, c'est learning to learn in preparation. Donc étudier
étudier comment étudier. Donc là, c'est décortiquer les mécanismes de l'enseignement convenablement pour préparer un plan de carrière ou un plan de vie qui change dans un monde qui change. Ou bien aussi, l'éducation qui réussit, ce n'est pas la quantité de connaissances que vous allez donner, quantité d'informations que vous allez donner à l'élève ou à l'apprenant, mais c'est comment peut-on stimuler leur appétit, leur curiosité, et ainsi ils vont pouvoir développer leurs capacités dans leur propre système, pas forcément dans notre système. Alors, une question qui se pose avec ces nouvelles technologies, avec ces ressources infinies, qu'en est-il pour la mémoire? Sommes-nous en train de perdre notre mémoire avec ces outils? Donc, même les numéros de téléphone, on ne les apprend plus. Hein. Sommes-nous en train de perdre? Donc, un autre point, c'est notre mémoire et les nouvelles technologies. Alors, comment ça se passe? Alors, prenons le cas, le matin, vous êtes devant votre ordinateur. Qui sommes-nous? Vous êtes devant votre ordinateur, qui sommes-nous? Une mémoire immense est à notre disposition avec des millions d'images, de données, de manuels philosophiques, à l'infini, artistiques, littéraires, tout en face de nous sur la table. Donc en fait, quand on parle de connaissance humaine, la définition de la connaissance humaine, c'est la mémoire plus l'imagination plus la raison. D'accord? Mais maintenant, tout est devant nous, tout est sur notre ordinateur ou bien sur un disque externe. Alors, avec l'écriture, l'esprit a changé car au lieu d'apprendre par cœur ce que disent les maîtres, on pouvait écrire. Avec l'imprimerie, la mémoire est dans les livres et dans les bibliothèques. Avec les nouvelles technologies, la mémoire est dans tous les outils dont nous disposons, les outils inventés. Alors, avons-nous donc perdu notre mémoire avec l'écriture, l'impression et les nouvelles technologies? En fait, ce n'est autre qu'une externalisation de la mémoire. La mémoire qui était là, elle a été externalisée comme si nous avons la tête sur la table, de manière métaphorique. Donc, nous n'avons pas perdu notre mémoire, mais notre mémoire, elle est externalisée dans ces outils, dans ces machines, dans ces fichiers que vous avez sur votre ordinateur. Donc, n'ayez pas peur de la perte de mémoire, on s'adapte et c'est sûr que notre énergie, au lieu d'apprendre par cœur quelque chose que nous allons donner à l'étudiant ou autrement, cette énergie, on va l'utiliser pour être un peu plus créatif, un peu plus interactif avec l'étudiant. Donc, on change complètement de démarche. Alors maintenant, si je m'intéresse aux approches pédagogiques liées essentiellement à l'enseignement à distance, qu'est-ce qu'il va apporter de plus le e-learning ou l'enseignement à distance pour rendre la pédagogie encore plus créative, plus innovante? Les approches pédagogiques, donc telles que c'est présenté dans la littérature par rapport à la démarche du e-learning, il y a 5 approches. La première, c'est une approche constructiviste, une approche collaborative, une approche intégrative, une approche réflexive et apprentissage par enquête. Je vais passer en revue rapidement et là, ça va situer les exemples que je vais citer un peu plus loin. L'approche constructiviste. Assez. Les étudiants sont impliqués dans le processus de création du programme d'études, ils peuvent assimiler les informations plus rapidement. Quand dans l'enseignement à distance, on donne un travail à faire, un travail de recherche à faire aux étudiants et que les étudiants vont chercher, ils vont synthétiser, ils vont préparer, je ne sais pas, un paragraphe de quelques mots sur la question. Si le paragraphe est bien fait, il sera intégré dans le cours en ligne et l'auteur, c'est l'étudiant. Donc, c'est une approche collaborative qui implique l'étudiant. L'approche collaborative, un groupe d'étudiants peuvent élaborer des stratégies, réaliser des projets, résoudre des problèmes et réfléchir à de nouvelles idées. Bien sûr, sur les plateformes, par exemple la plateforme Moodle, il y a des espaces d'interaction et de chat entre les étudiants. Donc, ils peuvent très bien échanger des informations, discuter en ligne ou bien dans des groupes comme vous le voyez sur la photo. Donc, une approche collaborative. Une méthode d'enseignement intégrative, donc 4 principes fondamentaux: comprendre le processus d'apprentissage, diviser les problèmes en fonction de leur pertinence, ça s'appelle le chunking, montrer l'utilisation des leçons théoriques dans des scénarios pratiques,
Et je vais vous montrer un exemple un peu plus loin. Donc, ancrer le discours pédagogique dans la réalité vécue. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Quel est l'intérêt d'étudier cet organisme, par exemple? Intégrer des concepts dans la routine normale. Il y a aussi l'approche réflexive, les élèves qui s'auto-évaluent. La pédagogie réflexive est le meilleur moyen pour les élèves d'apprendre par eux-mêmes. De plus, elle peut développer des compétences analytiques des élèves. Donc, puisque sur cette plateforme, ils vont voir quelle est la réponse juste ou la réponse fausse. Et la dernière démarche, c'est l'apprentissage par enquête. Il s'agit d'une approche destinée aux éducateurs, aux enseignants, qui répondent non seulement aux questions des élèves, qui crée également une culture qui leur permet d'explorer, de se remettre en question. C'est bien quand on se remet en question et quand on va chercher à perfectionner, à apprendre de nouvelles choses. D'accord? Pour cette raison, je vous ai dit qu'il va falloir faire preuve d'humilité. Alors maintenant, je vais donc terminer avec l'étude de cas que j'ai choisie pour vous, pour illustrer mon propos. Donc, c'est un cours de biologie animale, anciennement appelé un cours de zoologie. Je vais vous présenter à la fois la version classique, c'est-à-dire 1993-96, hein, et la version en ligne, RPL, pour vous montrer un peu la différence. Alors, donc, période 40 ans, j'étais étudiante en 94 à l'ENIS, maintenant nous sommes en 2024, donc 40 ans représentés dans cette expérience. Bon, à l'époque, je me souviens de mes premiers cours, c'était des cours de biologie cellulaire, l'enseignant arrivait un quart d'heure avant l'heure, il dessinait la cellule sur le tableau en utilisant des craies de couleur, il prenait le temps après pour que nous, étudiants, donc nous comprenons ce qu'il a fait. On utilisait des disquettes 5 pouces et bien sûr, on nous donnait de temps en temps des supports papier, hein, avec des schémas. La version en ligne, bon, moi, quand j'ai commencé l'enseignement, les choses avaient un peu évolué. On utilisait le rétroprojecteur, des transparents. Quand on avait un peu d'argent, on avait des transparents couleur. Sinon, quand on n'avait pas d'argent, moi, je colorais des structures sur les transparents noirs et blancs pour passer le message. Il fallait du visuel. Dans les versions, l'avantage des versions en ligne, donc ça, c'est le cours en ligne que j'ai publié en 2027 avec l'université virtuelle. Déjà, la matière, elle est complexe. Déjà, professeur Belhassine, on sait quelque chose. C'est une matière qui étudie la structure, l'évolution, la classification des animaux. Il y a beaucoup d'informations. C'est difficile à digérer. Il y a des termes latins qui sont difficiles à assimiler. Donc, généralement, les étudiants, c'est la phobie des étudiants. D'accord? Donc, mon cours dans sa version initiale manquait d'illustration. C'est un cours figé. C'est un cours comme vous pouvez le voir sur la feuille donc à droite, noir et blanc. On ne pouvait pas faire mieux, noir et blanc, des schémas. Les étudiants apportaient de temps en temps des couleurs. C'est un cours figé. D'accord? Mais maintenant, avec les outils que nous avons, c'est important d'utiliser le visuel. Pourquoi? Parce que les neurosciences nous disent que 90% de l'information transmise au cerveau est visuelle. Présenter des diapositives avec des photos et des diapositives avec beaucoup de texte, ce que l'apprenant va retenir, c'est surtout les photos, l'image ou le schéma qui est coloré. En plus, le cerveau, il va traiter l'information 60 000 fois plus rapidement que quand on a un texte. Quand on a l'image, le traitement de l'information est très rapide. D'accord? Ce qui fait que les outils, ces nouveaux outils vont nous résoudre beaucoup de problèmes. Ils vont nous permettre d'avoir accès à des structures colorées, bien illustrées, animées, qui bougent, des vidéos, plein de choses. Donc, l'enseignement à distance rapidement, c'est quoi? Et pour ceux peut-être qui ont déjà une idée sur ça, c'est l'ensemble des outils et des informations qui permettent l'amélioration de l'apprentissage et utiliser les internets et les nouvelles technologies. Ça consiste en quoi? Il y a une communauté d'apprenants, les étudiants. Il y a une plateforme d'apprentissage. Bon, la plateforme la plus utilisée, c'est la plateforme Moodle. Le tuteur, c'est l'enseignant. D'accord? Il y a bien évidemment une stratégie pédagogique qui n'est pas la même stratégie que la stratégie en présentiel. D'accord? Et activité de validation des connaissances, puisque les étudiants peuvent faire des exercices et se font évaluer par l'enseignant. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la plateforme donc Moodle.
Mais qu'est-ce qui va, quel est l'avantage de l'enseignement en ligne et des nouvelles technologies par rapport à une matière comme la biologie animale? On va éviter les informations en bloc, cette masse d'informations. On va rendre le cours plus vivant, plus interactif, introduire des animations flash pour expliquer les fonctionnements, les cycles évolutifs, les phénomènes, les structures. Et l'étudiant peut participer puisqu'on peut demander à l'étudiant, à l'occasion d'un chapitre, vous faites une recherche sur la culture des huîtres perlières, par exemple. D'accord? Et là, l'étudiant, il va aller chercher, il va trouver beaucoup de choses et il va amener de l'information. Donc, on va stimuler sa curiosité. Ce qui est aussi, ce qui existe dans une version en ligne, je vais vous montrer quelques captures écran. J'ai pu mettre un dictionnaire étymologique. Le dictionnaire étymologique présente les noms latins et exprime la racine latine de ce terme. Par exemple, si je dis protostomien, c'est difficile pour un étudiant d'apprendre par cœur protostomien, épinurien, épitolionurien. C'est des termes parfois barbares. Hein. Donc, quand on dit, on explique à l'étudiant, proto, ça veut dire premier, stomium, c'est la bouche se forme en premier lieu, donc ça va faciliter le fait que l'étudiant en ligne ait ce dictionnaire étymologique, il va aller cliquer, d'ailleurs parfois dans la version HTML, il suffit qu'il clique sur le nom latin pour aller directement voir dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire ce terme. Et là, ça va faciliter la digestion, l'apprentissage ou l'assimilation du cours. Donc, il y a des animations, des exercices, des liens utiles. Dans chaque chapitre, l'enseignant peut mettre une liste de liens utiles qu'il cherche et qu'il sélectionne. Par exemple, une visite virtuelle dans un muséum d'histoire naturelle quelque part dans le monde. Présenter une collection de coquillages, présenter, peu importe ce qu'on va présenter. Donc, possibilité d'exploitation de la plateforme Moodle et recherche faite par l'étudiant. Alors, à quoi ressemble un cours en ligne? Ce sont juste des captures écran. Donc, vous cliquez sur Entrée. Ça, c'est l'Université virtuelle de Tunis. Vous allez trouver une version donc, HTML avec les différents chapitres. Vous allez cliquer sur le chapitre en question. L'étudiant va cliquer sur le chapitre en question. Il va chercher. Il va trouver le cours dans sa version HTML. D'accord? Et bien sûr, dans ce cours, il y a le dictionnaire, il y a aussi des schémas animés, d'accord, qui vont lui faciliter l'apprentissage. Par exemple, le dictionnaire étymologique, voilà à quoi ressemble. Donc, vous avez par ordre alphabétique, pour chaque chapitre, les mots, les noms latins utilisés et leur explication sur la base de leur racine étymologique. Il y a des exercices, donc des quiz. À la fin du chapitre, l'étudiant va aller faire un exercice pour retenir tout ce qui a été dit dans le chapitre. En plus, dans chaque chapitre, ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire dans le scénario pédagogique, qu'est-ce que l'étudiant doit retenir de ce chapitre? Qu'est-ce qui est le plus important? Donc, on prépare une fiche. Ça permet de guider l'étudiant et de l'aider au lieu qu'il ne soit noyé dans cette masse énorme d'informations. Alors, les animations, par exemple, ici, dans le cas de certaines divisions, au lieu de regarder un schéma comme ça, l'animation, elle va permettre, comme les dessins animés, donc on va voir comment se fait une division, se fait le phénomène de la mue chez les arthropodes. Au lieu d'avoir un schéma figé comme ça, l'animation va permettre de montrer comment évolue la formation de ces différentes couches de la cuticule pour que l'animal arrive à faire le phénomène de la mue. Alors un autre exemple, par exemple, si je fais un cours d'écotoxicologie, je parle de chaîne trophique, je présente les 3 compartiments, ensuite je montre les organismes, après les liens entre les différents éléments de la chaîne, le polluant sera symbolisé par un point rouge, la molécule toxique, disons le polluant, et après, on va voir comment ces molécules vont s'accumuler au niveau de ces organismes. Donc, ça va donner un peu plus de mouvement, un peu plus de vie. Il y a plusieurs exemples. Hein. Donc, ça, c'est le côté technique d'une version RPL du cours. Maintenant, allons à l'ancrage du cours dans la réalité et l'initiation à la culture entrepreneuriale. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de faire l'entrepreneuriat en sciences de la vie au Massachusetts Institute of Technology et on nous a enseigné que le cours doit aller au-delà
du programme officiel que nous présentons. Et qu'il va falloir mettre un peu la puce à l'oreille à l'étudiant, de lui dire, vous savez, on peut faire un projet avec ça. Il y a des projets qui se font dans le monde. Donc, inculquer à l'étudiant, comme on dit, a new mindset. C'est une autre façon de voir les choses, mais culture entrepreneuriale. Je ne dis pas que 90% ou 100% des étudiants seront de futurs entrepreneurs, mais au moins ceux qui ont fait de la biologie, et tout le monde sait le chômage qu'il y a au sein des diplômés des sciences biologiques, il va comprendre tous ceux qui veulent se lancer après dans un projet agricole, qui veulent monter leur propre projet. L'enseignant va leur donner quelques pistes. D'accord? Et donc ça, c'est très bénéfique aussi. Et il est aidé, facilité par ces outils et ces nouvelles technologies. Par exemple, parler des molécules bioactives, de ces conotoxines, comme exemple, parler de ces molécules chez les organismes marins qui peuvent être des inhibiteurs mitotiques et dont la molécule a été inspirée des molécules de synthèse pour le traitement du cancer. Ou bien c'est l'Imulus SP, alors crabe fer de cheval, dont l'hémolymphe, c'est un hémolymphe qui se vend 12 000 € le quart de litre. Donc leur dire que dans la nature, il y a à l'infini des possibilités d'exploitation et si on met en œuvre la recherche qu'il faut, bien sûr, le lombrico-compostage, etc., etc. Les exemples sont multiples. On peut aussi parler des objectifs de développement durable. Aider l'étudiant. Les étudiants ne sont pas forcément branchés. Objectif développement durable, mettre un lien. Vous pouvez aller sur le site, voir qu'est-ce qu'il y a. Et ça éveille la curiosité. On peut parler de biomimétisme et de cette crevette qui a un appendice avec une force de frappe de 90 km par heure et la puissance qui est équivalente à une balle de calibre 22. Comment est-ce que sa structure hélicoïdale absorbe les chocs d'une manière efficace? Elle a inspiré donc des nouvelles constructions. Bon, la même chose pour Aliotis tuberculata lamellosa, la structure donc de la coquille de l'ormeau, etc. Bon, donc les exemples sont multiples. En tout cas, ceci est facilité d'une manière significative par les nouvelles technologies, par les outils qui sont mis à notre disposition. On peut diffuser des vidéos et les étudiants amènent aussi des liens intéressants. Donc, pour récapituler, l'avantage d'un cours en ligne, c'est un cours qui peut présenter un dictionnaire étymologique, qui peut présenter des animations. Ceci n'exclut pas la présence de supports PDF et de supports PowerPoint, les exercices, les liens utiles, la webographie, l'utilisation de la plateforme, contribution de l'étudiant. Donc l'étudiant qui était juste, il attend l'information, l'étudiant va va être acteur et va apporter encore de l'information. Et vaincre les barrières de la distance et de la pandémie. Bien évidemment, l'avantage des cours en ligne, si je suis médecin, que je suis quelque part en Tunisie dans une zone un peu éloignée et que je veux bien suivre des cours en ligne sur la gériatrie, j'ai pas besoin de faire le déplacement à Tunis ou à Sfax pour suivre ces cours. Je les suis en ligne et je peux être certifié. Et ça, c'est extraordinaire. Ça réduit les charges et ça facilite énormément donc la démarche. Bien évidemment, vous avez été témoin, nous avons été témoins, la pandémie, donc le Covid-19, je ne sais pas pourquoi, là où on était sauvés par l'enseignement à distance. Ça nous a permis, les cours ont continué, donc c'est magique, c'est extraordinaire. Donc on ne va pas chômer, nous les enseignants, il va falloir tout simplement qu'on se remette un peu en question. Alors pour conclure, je dirais que l'intérêt, c'est que l'approche, elle est collaborative, participative, constructiviste. L'enseignement à distance, l'interaction avec les étudiants. L'enseignement en ligne vient compléter et renforcer l'enseignement présentiel. Donc, c'est complémentaire. On parle maintenant d'enseignement hybride. L'étudiant, il est présent, il assiste au cours, il prend des notes, mais il va aussi sur la plateforme, il trouve le cours sous une autre forme dans laquelle il peut contribuer, il peut faire évoluer le cours. Mais ça nécessite un investissement de la part des enseignants. Humilité et investissement.
parce qu'on ne peut pas passer d'une version statique du cours à une version dynamique en ligne sans avoir fait l'effort de s'initier, de s'accommoder avec ces nouvelles technologies. Donc, le cours, il devient plus vivant, animé, il est ancré dans la réalité. On peut semer dans l'esprit de l'élève, de l'étudiant, de l'apprenant, l'esprit entrepreneurial, parler de success stories, de quelques projets qui ont réussi en Tunisie ou ailleurs, stimuler la curiosité, impliquer l'étudiant, qui se sont engagés, et aussi on peut lui raconter des histoires, encore une fois, des histoires dans le bon sens, donc des histoires qui vont l'interpeller, qui vont donc stimuler sa curiosité. Voilà, alors pour terminer, une dernière citation. Celui qui a la prétention d'enseigner ne doit jamais cesser d'apprendre. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Amel pour cette excellente conférence et le choix du sujet. C'est un sujet brûlant, je pense, l'enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire. Et bon, personnellement, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais passer la parole à mes collègues et après, euh, on aura le temps pour bien discuter. Est-ce que vous voulez intervenir? Je voudrais poser une question à Amel, une question qui m'interpelle, qui me torture. Ayant passé 40 ans à l'université comme enseignante, est-ce que dans les faits réels, ce que tu nous as raconté est en train d'être appliqué au moins chez un petit pourcentage d'enseignants? Oui, oui, excellente question, Madame Blassi. Merci pour cette question. En attendant d'autres questions, parce que j'ai des questions. D'accord, donc je réponds tout de suite. Bon, le pourcentage, il y a plusieurs enseignants qui étaient formés depuis 2005. C'était une collaboration entre l'université virtuelle et l'université de Georgia pour le e-learning. Plusieurs enseignants qui ont manifesté leur intérêt pour faire du e-learning ont bénéficié de cette formation. Moi, je suis une de ces enseignants. Donc, ça, c'est le point de départ. Après, est-ce que après cette formation, l'enseignant va se lancer dans l'aventure de changer de discours et de créer une version en ligne? À l'époque, la version que j'avais préparée n'était pas accessible pour les étudiants, pour des raisons diverses et variées. Il y a des codes d'accès, Internet, etc. Donc, après, à l'échelle des institutions, est-ce que nous avons tous les moyens pour créer un environnement propice au développement de ce genre d'enseignement? Ce n'est pas encore le cas, malheureusement. La connexion Internet n'est pas toujours partout. Et là, il va falloir, c'est peut-être une occasion pour attirer l'attention de nos décideurs et responsables pour que les structures universitaires publiques soient réhabilitées à ce genre. C'est pas la peine d'attendre une pandémie pour remuer ciel et terre et mettre en place une salle pour l'enseignement à distance. Donc, il va falloir renforcer les moyens qui restent encore limités. Les enseignants, je pense que les enseignants, c'est un autre chapitre, tout un travail à faire pour la formation des formateurs. Moi, je trouve que nous avons le devoir de faire des conférences pour les jeunes enseignants. Moi, je n'ai pas hésité à le faire à l'échelle de l'université, justement, de ces sujets. Il faut expliquer aux jeunes enseignants que c'est quoi l'enseignement. C'est pas enseigner comme ça, et peu importe si le message passe ou pas. Donc, nous avons encore du pain sur la planche, Madame Blassine. Je trouve que la Tunisie, nous sommes en avance par rapport à d'autres pays dans le domaine du e-learning, mais nous pouvons encore arriver à une meilleure version. Merci Amel, c'était passionnant, mais ça nous touche de près, effectivement, parce que nous avons eu des étudiants et aussi des enfants qui ont appris depuis l'école. Et en fin de compte, j'ai trois, disons, questions, commentaires. D'abord, par rapport à la pédagogie d'une façon générale,
La relation enseignant-apprenant, ça n'est pas une question de compétence, c'est une relation d'amour, une relation de respect mutuel et une relation de confiance. Ça, c'est fondamental. Parce que moi, je connaissais un petit enfant qui avait 7 ou 8 ans. On lui disait, il disait, elle me connaissait, elle m'aimait. Cette année, j'ai 8 enseignants. Ils ne me connaissent pas, ils ne m'aiment pas. Je n'étudie pas. Ils ne me connaissent pas, ils ne m'aiment pas. Donc, le diagnostic de cet enfant de 7 ou 8 ans il est réel. Le deuxième point, c'est par rapport à la multiplicité des intelligences. Vous savez que le système éducatif finlandais, c'est un des meilleurs du monde. Lorsque on a posé la question aux enseignants depuis l'école primaire, quelle est la méthode de l'enseignement de la lecture que vous adoptez? La réponse est nous les adoptons toutes parce que nous nous adaptons à toute la diversité des élèves, parce que chaque personne a sa structure mentale et pour chacun, il n'y a pas, on n'est pas uniforme. Le problème de l'école aujourd'hui, et c'est une raison de l'échec, c'est de ne pas accepter la diversité des élèves et la diversité de leur structure mentale, et on veut que tout le monde obéisse au même moule. Et ça, je pense que c'est un problème qui fait aussi qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont les plus dans les normes, qui sont les plus scolaires, ou les plus ou moins mûrs, et les moins agités, et les moins rebelles, qui réussissent. Ce ne sont pas les plus intelligents. Et c'est ça qui fait la différence, qu'aujourd'hui, ce sont les filles qui sont en train de réussir, et c'est partout dans le monde où on est 60% de filles qui réussissent mieux que les garçons, même à l'île. Pourquoi? Parce que le système est adapté justement à une mentalité scolaire et qui ne va pas dans le sens de l'innovation et de la diversité et de l'intelligence multiple. Le troisième volet, c'est par rapport à la mémoire. La mémoire, j'ai eu un autre enfant mais que je connais bien. Sa mère lui disait, tu apprends par cœur les tables de multiplication. Il disait non, je vais faire. Il prend l'ordinateur ou la calculatrice et il faisait ses exercices en utilisant la calculatrice. Sa mère lui prenait l'ordinateur. Il lui disait, il faisait ses calculs de cette manière et il ne voulait pas. Alors, elle lui a dit, il faut que tu le fasses. Il lui a dit, d'accord, à la seule condition. Au lieu d'ouvrir l'eau du robinet, tu vas chercher l'eau du puits. Toi, pourquoi tu ne vas pas chercher l'eau du puits? Puisque la technologie a avancé. Pourquoi veux-tu que moi, je me casse la tête à apprendre alors que moi, j'ai un outil? Et la mère n'a pas trouvé, et je la connais, elle n'a pas trouvé à quoi lui répondre parce qu'il lui a dit, j'apprendrai les tables de multiplication à condition que toi, tu ailles chercher l'eau du puits. Parce que lui, il a fait un diagnostic. Et en fin de compte, moi, j'ai parlé des jeunes enfants. Pourquoi? Parce que effectivement, ils peuvent avoir un regard critique et un diagnostic sur le système éducatif, sur leurs enseignants, et ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes depuis leur jeune âge. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire des étudiants? Alors, justement, quel serait notre rôle d'enseignant avec cette diversité de données et d'accès aux données à tel point que ça devient problématique parce qu'il y a la bonne donnée, il y a la mauvaise donnée, il y a de tout sur Internet.
Et c'est comme lorsque vous éduquez votre enfant, vous lui donnez des valeurs. Là, le rôle de l'enseignant, c'est au-delà des valeurs, c'est de lui donner, de structurer son mental pour lui permettre d'affronter l'utilisation de toutes ces données qui lui arrivent de façon passive ou pas. Parce qu'ils peuvent la chercher de façon active, mais elles peuvent lui arriver aussi de façon passive. Donc, le rôle de l'enseignant actuel, c'est de motiver, de transmettre des valeurs, mais de structurer le mental. De structurer le mental pour que on sache accueillir ces données, mais qu'on sache aussi les utiliser dans un objectif. Donc, et là, c'est là où va se situer la nouvelle fonction de l'enseignant. Et cela, que ce soit en présentiel ou à distance, ça n'exclut pas que tout ce qui est dit en termes de nouvelles technologies, etc., ne puisse pas être utilisé effectivement en présentiel. Donc, en présentiel, on peut faire des tests. Les étudiants, ils ont leur portable. On peut faire des tests en temps réel avec les. Il y a toutes de nouvelles approches qui peuvent être faites. Alors, par rapport à la biologie, qui est une science de la diversité et de la complexité, je pense qu'effectivement, ces technologies sont extrêmement puissantes, extrêmement importantes à utiliser. On ne peut plus en faire l'économie et il est hors de question d'envisager aujourd'hui des cours statiques en biologie. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, merci. Okay, c'est Mahmoud. C'est Mahmoud après. Je voulais remercier l'AML pour avoir pris un sujet aussi difficile et qui angoisse, je suis certain, les universitaires. Et il faut bien reconnaître que dans notre génération, il s'agissait essentiellement, bien sûr, d'aimer les étudiants, mais aussi de transmettre un savoir qui était existant. D'une certaine manière, les étudiants étaient des simples répétiteurs. Et c'est ce qui était recherché. C'était difficile d'aller beaucoup plus loin. Il fallait faire des efforts considérables. Maintenant, j'ai deux questions. Pour faire ce que vous venez d'indiquer, l'enseignant est requis, mais pour transmettre les messages, il faut qu'il use d'un nouveau langage. Et le nouveau langage est un langage complexe. Donc, il faut accéder à une nouvelle langue qui est complexe, qui est difficile. Comment est-ce qu'on résout ce problème? Supposez que l'enseignant, qui a toutes les qualités dont vous avez parlé, comment peut-il communiquer quand il y a une si grande diversité, une si grande richesse dans l'expression, dans le langage? Donc, il faut qu'il se reforme, mais une formation très exigeante. La deuxième question et la dernière, comment évaluer que l'apprenant a bien appris? Comment est-ce qu'on lui pose des questions? Quels sont les types de tests qu'on lui fait supporter pour se rendre compte si il a bien appris ou pas? C'est ma deuxième question. Je vous remercie encore une fois. D'accord, merci Si Mahmoud. Bon, je commence, je réponds à Si Mahmoud et ensuite. Mais, bon, je vais, si vous permettez, je réponds Si Mahmoud et ensuite on prend la suite. Alors, merci Si Mahmoud. C'est vrai, c'est un nouveau rôle, l'arrivée de ces nouvelles technologies. Comment ça nécessite de la part de l'enseignant un grand investissement et un apprentissage continu.
Ça, c'est le sortir de la zone de confort. Car le monde a été bouleversé par ces nouvelles technologies. Donc, ou bien qu'on reste dans le rôle de l'enseignant classique, qui s'en fout si les étudiants s'intéressent ou pas, il y en a malheureusement, ou bien prendre l'initiative ou faire des efforts et apprendre même avec les étudiants. Ça peut être une approche collaborative avec les étudiants parce que dans cette situation, les étudiants savent beaucoup plus que l'enseignant, alors qu'avant, l'enseignant sait beaucoup plus que les étudiants. Donc, comme je l'ai dit, il faut faire preuve d'humilité, d'investissement, et c'est un choix, c'est une décision personnelle qui revient à l'enseignant. Bon, c'est quand on est dans un système d'université privée où on risque de perdre notre contrat au bout d'un certain nombre de temps. Quand on est dans un système public comme le nôtre, je parle de l'université publique, c'est vrai qu'on ne va pas trouver un grand pourcentage, comme je l'ai dit à Madame Belhassine, d'enseignants qui font le jump, le saut ou le pas. Ça demande du courage, de l'investissement, de la passion pour l'enseignement. Parce qu'il y a des enseignants qui sont des enseignants, juste c'est leur gagne-pain, ce n'est pas vraiment une vocation. C'est juste, bon, il va enseigner, mais il s'ennuie, il n'est pas content, etc. Et les étudiants ne sont pas contents, bien sûr. Alors, pour la deuxième question, c'est Mahmoud, l'évaluation. L'évaluation, les choses n'ont pas changé, c'est-à-dire c'est le même système d'évaluation des connaissances comme on le fait toujours pour voir si l'étudiant a assimilé ou non. C'est des examens en présentiel qui se passent de la même façon que les examens classiques. Dans les plateformes, c'est un autre système un peu plus interactif où il y a c'est comme le fill in the blank. Donc l'étudiant il met la réponse et après, juste après l'exercice, il va voir qu'il a 50% de réponses justes ou fausses. Donc les nouvelles technologies viennent apporter. On peut demander aussi à l'étudiant de préparer un documentaire. Vu qu'il maîtrise les outils, aller sur terrain et préparer un petit documentaire sur une thématique. Donc là, on va au contraire pousser l'étudiant à être l'acteur, à jouer le rôle de l'acteur. D'accord? Pour revenir aux commentaires d'Amel, donc je te remercie Amel pour tes commentaires et je vais juste rebondir sur quelques aspects. Concernant bien sûr la pédagogie et la relation, donc avant tout, c'est cette relation humaine entre apprenant et enseignant, qui n'est plus verticale, qui devient transversale. La multiplicité des intelligences, ça me fait penser à des cas où les étudiants qui ne sont pas bons en mathématiques ou les élèves qui ne sont pas bons en mathématiques, ils peuvent carrière ou leur cursus à cause de ça. Si on réalise que l'étudiant peut être un artiste, il y a des élèves diagnostiqués des troubles de l'attention qui se sont révélés des artistes de talent. N'ont pas besoin de faire des mathématiques s'ils n'aiment pas les mathématiques. Donc le fait d'utiliser le système d'intelligence multiple va nous permettre, si nous avons les structures adéquates, de révéler tous ces talents dans chaque enfant, dans chaque élève, dans chaque étudiant. Et là, c'est tout un travail qui doit se faire à long terme, pas uniquement dans des cas de structure donc pilote. Voilà, donc c'est des points. Merci, merci Annette. Je suis très intéressée par cette conférence, même si j'appartiens à un autre monde qui est le monde des humanités, mais je reste toujours donc une enseignante. Je pense que le problème de l'enseignement, tel que je l'ai vécu pendant 42 ans ou plus, est un problème de pédagogie, que ce soit en présentiel ou à distance. Nous sommes sociologiquement parlant, nous sommes dans un cadre d'expérience interactionnelle. Nous sommes dans une situation, comme l'étude dit Goffman, dans une situation de face à face, où deux images, donc l'image de l'enseignant et l'image des élèves ou des étudiants sont face à face. Donc il y a tout d'abord des problèmes pédagogiques qui n'ont pas spécialement une relation avec l'amour, mais avec donner confiance à l'étudiant,
respecter son estime de soi. Parce que c'est à partir du moment où on touche à cette estime de soi, l'étudiant ou l'élève va détester le cours. Il y a aussi des problèmes didactiques qu'il faudrait peut-être qu'on approfondisse ensemble, que ce soit les enseignants des sciences humaines, voilà, des sciences dures. Il y a dans l'enseignement classique, je vais le défendre tel que je l'ai pratiqué pendant plus de 40 ans. C'est un enseignement qui est très chaleureux. C'est un enseignement où l'on met l'étudiant ou l'élève aussi, quand on sait comment le faire, dans une chaleur humaine et d'information extraordinaire. Maintenant, pour l'enseignement à distance, tel qu'on l'a essayé, nous, en Tunisie, dans les humanités, la période du Covid, c'est un enseignement qui a échoué entièrement pour 3 raisons essentielles. La première raison est une raison matérielle, que les universités n'ont pas la plateforme pour cet enseignement-là. Nous avons été, en tant qu'enseignants, livrés à nous-mêmes. Chacun a fait à sa manière. Deuxièmement, dans les universités, il n'y a pas l'Internet qui marche convenablement. Les étudiants n'ont pas accès à des ordinateurs ou à des salles où il y a des ordinateurs où ils puissent. Ils n'accèdent même pas à des revues électroniques, ils n'accèdent à rien. C'est une réalité qu'il faudrait soulever. Nous sommes pauvres sur ce plan. Certains étudiants n'ont pas d'ordinateur ni de téléphone portable. Il faut aussi se rendre compte de cette pauvreté extraordinaire qui existe dans certains milieux. Donc, donc je pense que le problème est assez... pour ce qui est des informations, j'ai remarqué que les étudiants dans les humanités qui utilisent l'Internet, toutes les informations que Google présente, deviennent très paresseux et ils nous proposent des exposés faibles à partir de ce qu'ils trouvent sur Internet, alors que, par exemple, pour nous, médiévistes, nous avons besoin de livres, de manuscrits. Où est passé le livre? Et tous les livres n'existent pas sur Google, en fait. Donc, il y a des réels problèmes. Je pense qu'il faudrait peut-être faire une journée d'études où l'on discuterait de tout ça. Merci. Merci. Donc, est-ce qu'il y a... Allez-y, madame. C'est Hassané après. Merci. J'ajouterai à ce que vient de dire donc mon ami, il y a aussi le problème de gouvernance, pas uniquement le manque de moyens, mais le problème de gouvernance. Je me rappelle très bien que donc au moment juste après la formation de l'université virtuelle, on a pris certaines personnes de certaines facultés pour les former au cours d'ateliers. Je me souviens notamment d'ateliers qui ont été organisés par l'UNESCO dans un pays arabe. Et ces mêmes personnes ont été par la suite formées au cours d'un atelier à l'INSAT. Mais ensuite, l'université a choisi d'autres personnes qui étaient complètement illettrés donc pour les nouvelles technologies. Il y a aussi le problème de gouvernance. Mais je vais revenir sur un autre aspect de ton intervention pour laquelle je te remercie beaucoup parce que bon, ça a touché plusieurs points que je considère brûlants pour notre actualité et notre présent actuel dans nos universités. Heureusement qu'à la fin, tu as dit c'est complémentaire. Oui. Parce qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas se passer de l'enseignement présentiel. C'est impossible. Il y a cette interaction. La passion doit être transmise. Il y a cette interaction, il y a le gestuel.
Moi, je ne me souviens pas avoir fait un cours tout en étant les bras croisés où il faut que j'explique, il faut que je regarde les visages des étudiants pour voir s'ils ont compris, ils n'ont pas compris, etc. Et sans recourir aux nouvelles technologies, on peut leur expliquer l'étymologie et on peut leur raconter des histoires. Par exemple, pour les zoologies que tu as pris comme exemple, on peut faire le premier groupe et leur expliquer exactement les caractéristiques essentielles. Mais par la suite, c'est ce que je fais moi, par la suite, donc leur dire à chaque fois qu'est-ce qui a changé pour introduire cette notion de l'évolution, pour rendre le cours plus passionnant et leur dire quelle est l'utilité, quel est l'état de l'exploitation, l'utilité pour la planète, mais aussi pour l'environnement, pour l'homme, etc. Et comme tu as dit, leur dire qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau de recherche de ces, et s'il le faut, leur citer donc les groupes de recherche qui sont connus et qui travaillent sans avoir besoin des nouvelles technologies. Et effectivement, il y a une grande différence. Moi, je suis passée donc d'écrire et de dessiner au tableau avec des couleurs, au transparent, noir et blanc, puis les transparents sur lesquels j'ai pris les transparents couleurs que je faisais moi-même donc chez des boutiques qui font ça. Puis après, donc les diaporamas animés, etc. Donc c'est vrai qu'il y a cette évolution qui aide, mais chaque type d'enseignement a ses limites et a donc ses intérêts. Bon, effectivement, ça facilite beaucoup la tâche. Alors, il y a quelque chose sur les connaissances. Tu as dit, les connaissances sont là. Mais les connaissances, il faut faire une sélection. L'information est là. L'information est là. Pardon, l'information est là. Mais il faut faire une sélection. Parce que même au niveau de ce que nous enseignons, il y a beaucoup de choses, que ce soit sur Internet ou même dans les livres, et qui sont des erreurs. Puis il y a une chose essentielle qu'il faut dire aux étudiants de les départ, pour être honnête, nous sommes en train d'enseigner un savoir qui est en perpétuel changement. Tout à fait. Voilà, bon, pour ne pas... Madame, et après Madame Bouham. Ah, c'est Hassan. Oui, oui. C'est Hassan. Allez-y, madame. C'est pas grave. Merci beaucoup, Madame Chefri, pour cette passionnante conférence. Alors, je voulais faire une petite remarque par rapport à l'intérêt du e-learning pour les enseignants, parce qu'il y a beaucoup de jeunes enseignants qui font des formations complémentaires, validées et à l'international, et donc ils sont en train d'améliorer leur formation, aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan e-learning. Donc là, je pense qu'en Tunisie, il y a un apport certain pour un groupe d'enseignants, certains. Je ne peux pas donner, ce n'est pas chiffré. Est-ce que vous avez, vous, des chiffres, peut-être? Et ma deuxième remarque, c'est concernant la diversité des apprenants. Nous savons tous qu'il y a des personnes qui ont des capacités intellectuelles développées, mais qui ont des problèmes psycho-neurologiques, de communication lorsqu'ils sont en présentiel avec des gens, et qui ont trouvé leur bonheur dans cet e-learning, parce qu'ils communiquent beaucoup plus facilement face à un ordinateur, et donc beaucoup d'estime de soi, comme vous en parliez, et qui ont pu accéder à des formations de haut niveau. Est-ce qu'il y aurait, ma question, c'est des chiffres qui ont montré l'impact de l'e-learning sur des populations d'apprenants qui ont des problèmes de communication? Et est-ce que on l'a vu ici dans notre pays? Voilà, merci. Donc, c'est Hassan et après Madame Bouhab. C'est Hassan.
Bien. Merci, Madame Amel, pour cette excellente conférence qui est réservée, bien sûr, au savoir. Et qu'est-ce qui existe entre les résultats et le savoir? C'est l'enseignant. Pourvu que les nouvelles technologies ont donné aujourd'hui, le e-learning, l'informatique, le chat GPT, tout ça, ça permet peut-être d'influencer comment dirais-je, influencer la pensée de l'enseignant. Parce que, en tant qu'enseignant, j'ai vu que dans certaines facultés, l'après-midi, il y a beaucoup d'étudiants qui s'absentent. Pourquoi? Parce qu'il fait froid ou il fait chaud, ou bien, je ne sais pas, ils sont désaffectés peut-être par d'autres problèmes. Et donc, ils quittent pour pouvoir, par la suite, compléter leur cours à la maison, en utilisant l'informatique, bien sûr. Et ça permet donc de causer des problèmes pour l'enseignant lui-même. Pensez-vous que cette opération-là va perdurer et qu'on ne va pas être obligé un jour ou l'autre d'abandonner les enseignants? L'enseignant est là pour rectifier le tir parce qu'il y a des choses que l'enseignant peut justifier directement aux étudiants. Autrement dit, cet été, j'ai vu sur ChatGPT un professeur de philo à Paris, philosophie de cette année, eh ben, 3 enseignants qui surveillent la salle, et l'un d'eux s'est mis à injecter le sujet où il y a 2 mots, tout simplement, sur son téléphone. Au bout de 2 minutes, il a le sujet en 4 pages. Donc, tout ça, ça permet donc de laisser de côté l'enseignant, alors que l'enseignant, c'est la route tournante, bien sûr, c'est l'essentiel pour l'avancement des enseignements. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci. Allez-y, Madame Bouhamed. Madame Habiba. Oui, oui, bonjour. Oui, Bonjour تفضل tout, مرحبا. bonjour tout le monde. Oui, Et, مرحبا. استنى سامحوني. Oups, non, n'a pas voulu fonctionner. Peu importe. Alors, merci beaucoup, Sir Hafed, pour votre coordination et merci beaucoup au professeur Ahmed Chefri. Malheureusement, j'ai pas pu suivre de la conférence de départ, j'avais un problème de connexion. Et voilà, une question pratique, je ne pouvais pas me déplacer. Alors, moi, je pense que vous avez touché à un sujet qui est effectivement très important pour nous aujourd'hui en Tunisie. Mais je voudrais dire qu'il y a au fait 2 niveaux au niveau de la réflexion autour de cette question. Il y a d'abord la pédagogie de l'enseignement. Personnellement, j'ai reçu un enseignement classique à la faculté de médecine de Tunis, avec l'amphithéâtre et le grand nombre d'étudiants et ainsi de suite. Mais j'ai eu la chance aussi de participer et d'enseigner selon une nouvelle pédagogie qui se base sur le concept de l'auto-apprentissage. Et là, ça nous a complètement, enfin nous les enseignants à la faculté de médecine, qu'on soit médecin ou scientifique, ça nous a vraiment changé notre conception de l'enseignement et notre relation carrément avec l'étudiant. Donc il y a deux parties. Il y a la partie pédagogie. Je ne sais pas si vous l'avez traité plus en détail parce que je suis arrivée un petit peu en retard. Et la deuxième partie, c'est celle de la technologie, des techniques, des techniques d'enseignement. Alors, les techniques d'enseignement e-learning, je pense qu'il y a eu plusieurs expériences. Personnellement, j'avais commencé ça en 2004-2005, avant même qu'il n'y ait le Zoom et ainsi de suite. C'était par broadcasting, quand j'avais organisé les cours de génétique à partir de l'Italie, en collaboration avec l'European Genetic Foundation, et cela a profité à beaucoup d'étudiants, médecins ou scientifiques chercheurs, pour suivre ces cours pendant une semaine. J'avais mis en place toute une dans le service des maladies héréditaires et ça marchait très bien. Mais bien sûr, c'est une expérience qui était limitée dans le temps.
Je ne sais pas si elle continue actuellement, honnêtement, je ne sais pas. Par contre, nous avons quand même une expérience qui est nationale, qui est celle de l'université virtuelle. Alors, je ne sais pas si vous avez pu évaluer aussi sur le plan national ou au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, si telle expérience a été évaluée pour voir son impact et pour voir les résultats et s'il y a une comparaison entre la formation des étudiants à l'université ou à l'université avec l'enseignement classique, plus ou moins modifié selon la faculté, et c'est-à-dire si on veut effectivement encourager, il faut déjà évaluer ce qui existe et voir où sont les points faibles, mis à part les problèmes d'Internet dans les facs et tout. Ça, c'est bien sûr basique, mais déjà le principe et la pratique surtout et les résultats. Et merci beaucoup pour pour avoir pensé effectivement à soulever autant de problèmes importants. Merci. Merci, professeur Mohamed. Donc, je vais essayer de présenter aussi quelques éléments de réflexion et après, vous aurez le temps pour répondre et on va clôturer la matinée. Bien sûr, c'est un sujet brûlant et on peut parler une semaine sur cette problématique parce qu'apparemment, on est limite dans tous les aspects. L'enseignement doit commencer par un projet de l'État. Comment? Exactement, oui. Un projet de l'État, un projet de l'Académie, un projet du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation, un projet des départements, du conseil scientifique. Qu'est-ce qu'on veut faire au juste? Parce qu'on n'enseigne pas dans le vide, on doit avoir un projet. Ça, c'est le premier point. Et comme disait Madjer, lorsque vous ne savez pas où juste vous allez, votre voyage a de fortes chances de mal se terminer. Donc, on doit savoir, on doit prendre des décisions, des choix stratégiques et évaluer. Malheureusement, l'évaluation fait défaut. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de dérives. Pourquoi je parle de tout ça? Si on regarde la majorité des spécialités, et plus particulièrement les sciences biologiques, eh bien, les TP, pratiquement, n'existent plus. C'est un constat. Je ne vais pas donner de pourcentage. Alors, la première question, pourquoi? On ne peut pas parler du e-learning et quelqu'un qui ne différencie pas l'artère de la veine, n'identifie pas le ligament du nerf en biologie, ne différencie pas les vertébrés des invertébrés. Donc, essayons déjà de bien discuter les fondamentaux et la base. Sans les TP, il n'y a rien. Parce que le cours, il y a parfois des cours, des diapos qui peuvent être parachutés, même de l'Internet. Mais les TP, c'est les moments de vérité. Et d'ailleurs, dans les pays développés, c'est les profs qui assurent ces cours. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'assure mes TP comme d'habitude, parce qu'en fin de compte, c'est des moments de vérité. Après, on doit aller doucement faire un bilan, une analyse SWOT de ce système éducatif. Moi, pourquoi je propose ça? Je suis lead auditeur 21001. Donc, si je n'applique pas les checklists et j'essaie de regarder, il y a beaucoup de dysfonctionnements et il faut prendre le temps de travailler tout ça. Donc, cette excellente conférence présentée par Amel, elle explique clairement que le cadre de l'enseignement, le contenu de l'enseignement est primordial. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur la fameuse équation, l'Emo Intelligence Equation. S'il n'y a pas d'échange d'émotions et d'interactions, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas d'intelligence. Ça fait des années que je travaille avec cette équation et je vois de plus en plus qu'il est nécessaire de développer un contrat de confiance, sinon rien ne marche. Après, tout ce qui est virtuel, j'ai inventé un mot qui n'existait pas, c'est le mirror emotion. C'est les émotions envoyées par l'enseignant sur tout ce qui est virtuel. S'il renvoie des émotions positives et quelque chose de bien réfléchi,
La boucle peut fonctionner, mais elle ne peut pas fonctionner sans les fondamentaux de l'enseignement classique. Après, bien sûr, le modèle va se compliquer. L'enseignement aussi, on vend un produit. Donc, il y a le contenu et le contenant. Eh bien, maintenant, on voit qu'il y a une dérive. Le contenant est excellent, mais on arrive à discuter le contenu. Le contenu de cours commence parfois à disparaître du TP, du TD. Donc, il faut discuter l'enseignement comme étant un produit. Donc, il y a la démarche qualité, il faut travailler sur le contenu au début et après travailler sur le contenant. Bien sûr, il y a le référentiel métier. On voit globalement dans l'enseignement les gens qui ont fait un parcours réel de terrain, de TP, des sciences de l'ingénieur, des sciences biomédicales, arrivent à vendre le produit. Si l'enseignement est basé uniquement sur le diaporama et les tableaux, on sent qu'il y a quelque chose qui pose problème dans la communication. La personne ne peut pas convaincre. Après, il y a aussi le savoir formel et informel. On n'apprend pas à l'école uniquement. On apprend dans l'école de vie, et d'ailleurs dans le programme STEM Education aux États-Unis. Moi, j'ai fait ce parcours. Il y a le STEM for Kids. On commence à enseigner avec les gamins à 5 ans, 4 ans, 6 ans. D'ailleurs, j'ai travaillé avec les enfants entre 5 et 15 ans à Bizerte tous les samedis. C'était des séances de vulgarisation, DTP, pour des enfants. Il faut les transformer en jeu. Donc, il faut commencer très tôt pour vendre cette notion de savoir. Après, il faut comprendre la jeunesse de la pensée. C'est très difficile. Moi, j'ai fait les neurosciences. C'est quelque chose de très compliqué. Et je pense qu'on doit prendre, au moins à l'académie, le temps de bien discuter tout ça avec les étudiants. Peut-être ils m'écoutent. J'utilise le chat GPT. Alors, je leur demande, poser la question et demander les possibilités à ChatGPT par rapport à une question de biologie, sur le système nerveux, sur l'analyse sensorielle, sur n'importe quelle problématique. Eh bien, déjà, l'étudiant devient un enseignant puisqu'il va vérifier le résultat de ChatGPT. Donc, il va corriger le résultat de ChatGPT et après, il va appeler l'enseignant. L'enseignant, il raconte, les informations existent, mais quelqu'un qui a un parcours réel, il a cumulé pas mal de compétences et il a corrigé beaucoup d'erreurs dans son parcours. C'est pour cette raison, l'élève ou l'étudiant corrige le ChatGPT et l'enseignant avec un parcours réel, il va corriger l'étudiant et le ChatGPT. Donc, en fin de compte, il faut l'intelligence artificielle, le e-learning, mais la place de l'enseignant, elle est primordiale, bien sûr. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est mémorisation. Eh bien, il y a le coût de la non-qualité. La communication est très dangereuse. Eh bien, il y a beaucoup d'informations sur le net, le ChatGPT, l'intelligence artificielle erronée. Et chaque information qui intègre le circuit de Papez, qui est le circuit hippocampo, mamello, thalamo singulaire et le cortex, va déformer ce circuit. Donc, va se répercuter sur le raisonnement de l'apprenant. C'est pour cette raison le conseil scientifique, les unités pédagogiques, etc., doivent fonctionner. Maintenant, à l'époque, j'étais directeur de département, il y avait les unités pédagogiques qui vérifient. Maintenant, il n'y a plus d'unité pédagogique. Chacun assure un enseignement à sa manière. Donc, l'absence de vérification du savoir va forcément poser des problèmes. Donc, c'est un sujet brûlant. J'espère bien, Madame Ebel, vous allez essayer de continuer ce grand chantier, au moins au niveau du département des sciences mathématiques et naturelles et à l'académie. Et merci encore une fois. Merci, Hafez, merci. Bon, j'ai pris quelques notes, oui. Oui, allez-y. En fait, c'est pour terminer sur un constat.
avec les nouvelles technologies, il y a plusieurs métiers qui ont peur pour leur avenir, y compris le métier d'enseignant, y compris le métier de médecin. Moi, je connais des médecins qui disent à leurs malades, qu'est-ce que vous avez vu sur Haj Google? Dis-moi, parce que le malade arrive avec déjà des idées sur les traitements, etc., parce qu'ils ont... Et là, déjà, on est face à des gens informés. Partout, c'est-à-dire le citoyen est informé, le malade est informé, l'élève et l'étudiant est informé, le parent d'élève est informé, mais tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui indique qu'il n'y a pas lieu de voir disparaître le métier. Le métier est là et il est primordial, il faut qu'il s'adapte, tout simplement. Tout comme le métier de médecin est primordial et il ne disparaîtra pas. Il faut tout simplement une nouvelle écoute et une façon de voir ce métier. Et je pense qu'avec ces nouvelles technologies, il y a plein de métiers qu'on va dire ils vont disparaître. Ce n'est pas vrai. Il y a un tas de métiers qui ne disparaîtront pas, mais qui vont être amenés à évoluer. Voilà. Ok, merci. Merci Amel, merci pour ces commentaires et ces réflexions. Bon, j'ai noté quelques points que je vais mentionner, ou peut-être quelques réponses, quelques éléments de réponse. Alors, je commence par la question des TP. C'est vrai, on voit d'abord les étudiants ne viennent plus en TP. Il y a un absentéisme qui est général au sein des universités. Nous, par exemple, l'Institut préparatoire, généralement, nous avons des étudiants sérieux, ils ont un concours national, mais nous faisons face à un problème d'absentéisme grave. Pour les TP, revenir à la question de Hafez, c'est vrai, on a besoin le TP, c'est fondamental. Et nous avons les méthodes classiques pour faire le TP. Mais là où les nouvelles technologies ou l'enseignement à distance peut être utile pour les TP, c'est que parfois, vous êtes dans de nouvelles institutions qui n'ont pas les moyens qu'il faut pour démarrer des TP dans une matière bien définie. Alors, les nouvelles technologies offrent des séances de dissection en ligne, par exemple, je ne sais pas, dans une institution, on ne peut pas amener des grenouilles, je ne sais pas. Hein? Et là, on a une séance de dissection vidéo en ligne qui va permettre à l'étudiant de voir ce qui se passe. Il y a aussi ce qu'on appelle des objets animés, c'est-à-dire que pour chaque enseignement de travaux pratiques, on peut créer des vidéos, des animations qui vont présenter la structure sur une présentation réelle, une coupe histologique. Et là, après, avec des flèches, vous allez avoir la légende, on peut avoir un petit discours expliquant le phénomène. Bon, ça vient compléter, ça vient renforcer, ça vient résoudre certains problèmes pratiques, de réalité pratique de certaines institutions. Et nous vivons, et vous savez tous que des institutions qui démarrent, c'est très compliqué. Alors, ensuite, la question pour la Tunisie, il y a beaucoup d'initiatives. Nous avons fait des choses depuis ces cours d'enseignement en ligne, des programmes de coopération avec les États-Unis, Georgia, etc. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a une évaluation? Ça, c'est une question fondamentale. Ça manque en Tunisie, c'est sûr. Comme s'il y a une chaîne et hop, il y a un maillon de la chaîne qui est brisé. On ne sait pas. Oui, on a fait ça en 2006, mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, par exemple, quand j'ai fait l'entrepreneuriat en sciences de la vie, normalement, le programme prévoit qu'on va faire l'expérience at home university. Mais après, quand on discute avec l'université, moi je suis allée voir le président de l'université pour lui dire, ça serait bien que j'anime des ateliers pour les enseignants pour partager ce que j'ai pu acquérir durant cette formation. Là, parfois, ça passe, ça tombe dans l'oreille d'un sourd, comme on dit, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi. Bon, ça, c'est un problème de gouvernance aussi. Est-ce que les gouvernants, est-ce que les personnes qui sont dans des postes clés sont des personnes compétentes, passionnées par l'enseignement, qui veulent vraiment développer l'enseignement, l'université? Je ne sais pas. Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et c'est un autre problème. Donc,
Il y a sûrement des dérives pour ChatGPT, comme l'a dit si Hassan Al-Amri, donc des dérives. Bon, je pense que l'enseignant, s'il est un peu informé ou qu'il a pris l'initiative de comprendre un peu, moi j'ai des collègues qui se forment maintenant dans ces techniques, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais en tout cas, du moins parler le même langage que les étudiants pour leur dire attention, vous avez vérifié, l'information n'est pas correcte. Vous voyez ce que ChatGPT dit, alors que normalement, ce n'est pas ça. Donc là, pour éviter toutes les dérives ou les problèmes qui pourraient subvenir. Alors, Sihem a évoqué une question très importante, c'est la question de l'échec de l'enseignement en ligne pour les sciences humaines. Bon, parce que c'est tout un environnement. Bon, nous, par exemple, quand on nous a enseigné ça en 2006, il y avait des cours d'histoire. Comment, dans un cours d'histoire, on peut intégrer ces nouvelles technologies? Parce qu'on peut se dire, non, cours d'histoire, qu'est-ce qu'on va mettre dans un cours d'histoire? Donc, le terrain n'est pas encore d'être prêt. Les institutions ont plusieurs problèmes et il y a eu une dégradation de la situation universitaire pour différentes raisons, entre autres les problèmes de gouvernance à l'échelle des institutions. Sinon, donc, la dernière chose, et elle existe dans le résumé, c'est qu'aussi le devoir ou le rôle des institutions, des ministères, à créer un environnement propice, un environnement qui met à la disposition de l'enseignant et de l'étudiant. L'étudiant n'est pas censé avoir de connexion sur ses propres frais. La connexion doit être partout dans les institutions. Donc, il va falloir préparer le terrain, mettre des spécialistes ou des informaticiens pour la gestion des plateformes. Les plateformes, c'est des gens qui gèrent ça, c'est une équipe technique qui gère ça. Donc, nous avons du pain sur la planche, nous avons du travail à faire. Donc, nous devons continuer avec optimisme, mais en même temps, tout en étant conscients des difficultés, des défis. Sihem aussi a lancé l'idée de faire une journée sur ça. Moi, c'est ce que je voulais faire à l'échelle du département, mais bon, après, ça a été retardé. Mais ça serait bien aussi d'apporter, faire une journée ou deux, je ne sais pas, à l'échelle du département, pour réfléchir encore sur ces questions, établir une liste de recommandations que nous pouvons transmettre au ministère ou aux différentes institutions de tutelle. Et une dernière petite chose par rapport à ce que nous a dit Amel, ben, j'ai vu une fois, il y a une petite fille, alors on lui dit pourquoi est-ce que tu aimes la matière? Je ne sais pas si c'était quoi, sciences naturelles. Elle dit non, 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 je n'aime pas la matière, j'aime la maîtresse. Donc, quand on aime l'enseignant, quand on a tendance à apprendre tout ce qu'il va nous donner, donc la relation revient, ce qui ne vient pas dans les cours en ligne, ni dans le virtuel, l'interaction humaine est fondamentale. Elle restera toujours la clé pour tout ce que nous allons faire, quelle que soit l'évolution des technologies. Voilà, je vous remercie. Merci, Emel. Donc, est-ce que c'est bon? Donc, vous êtes invité, il y a une collation apparemment. Donc, vous êtes invité à une collation ici.